Bonjour à tous donc avec un point sur le MMA mondial, comme annoncé sur le titre de la vidéo. Aujourd'hui on est le 10 septembre, je regarde sur mon écran devant moi, 10 septembre 2020. Je pense que ce que je vais dire là, ça va être valable encore pour quelques mois jusqu'à la fin de l'année 2020, avec évidemment des variantes en fonction des résultats, mais en gros. Ce que je vais dire ici, je vais vous faire un point sur ce que je pense dans le MMA mondial actuellement, mais c'est le sentiment d'un fan et je sais que c'est partagé par la quasi-totalité des fans de MMA. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez surtout pas à le dire en dessous, c'est d'autant plus intéressant. Et ensuite, par rapport à ce que je vais dire au début, je vais surtout m'intéresser à l'UFC, et sur l'UFC, je vais faire un point par catégorie de poids, en donnant des informations très basiques pour ceux qui s'intéressent que de loin au MMA aussi, pour que ce soit parlant pour vous, mais aussi des choses plus spécifiques, notamment tous les match-ups annoncés et intéressants, le nombre de combattants par catégorie, tout ça. Donc je pense que c'est plutôt intéressant pour ceux qui s'intéressent vite fait au MMA, mais pas trop. Mais je crois que ça peut être quand même intéressant pour les autres de faire un peu un. S'arrêter 2 secondes et regarder, ok, il y a tout ça qui est annoncé et tout ça. Sachant qu'il y a des matchs qui sont annoncés sans la date, que je vous donnerai là, vous n'êtes peut-être pas forcément au courant selon les sites que vous consultez au quotidien. Donc j'y vais. Alors en commençant par dire un truc, c'est que pour moi, aujourd'hui dans le MMA, il y a une situation qui est plus ou moins inédite. C'est que l'UFC a quasi le total monopole sur le MMA mondial, c'est-à-dire que je ne vois pas comment quelqu'un qui souhaite inscrire sa légende dans l'histoire du MMA peut se priver de passer par l'UFC. J'ai regardé un petit peu là, par exemple, j'ai regardé le top 10 de toutes les catégories de poids. J'ai regardé combien de combattants des top 10 de toutes les catégories, masculin, féminin, toutes les catégories de poids, ne sont pas à l'UFC et il y en a à peine une dizaine et vu qu'il y a 12 catégories de poids dans le monde, ou 13, enfin je compte pas Atomweight du coup chez les femmes, sur les 12 catégories de poids qui sont aussi à l'UFC, donc de flyweight à heavyweight chez les hommes et de strawweight à featherweight chez les femmes, donc les 12 catégories, ça nous fait donc 120 combattants, donc 10 par catégorie, mais il y en a une dizaine qui ne sont pas à l'UFC, parmi les meilleurs dans chaque catégorie. C'est monstrueux, et en plus quand je dis une dizaine, il y en a beaucoup qui sont concentrés sur la même catégorie, vous verrez tout à l'heure. Donc c'est quand même assez hallucinant. C'était pas comme ça avant, puisqu'avant on avait au moins Strikeforce ou la WEC avec les catégories de poids inférieures, les poids plus légers, ou Invicta pour les femmes, avant évidemment le Pride. Il y a toujours eu des compagnies qui avaient quand même une partie du talent et tout ça. Là, Bellator, ils en ont un petit peu. Puis après, il y en a un qui traîne à Rising, un qui traîne à One FC, mais c'est vraiment très concentré sur l'UFC. Alors, ça peut être un peu gênant parce que si on n'aime pas trop l'UFC, le produit, la production de l'UFC, ou quoi, pour quelque raison que ce soit, bah du coup c'est frustrant. Mais en même temps, c'est super pratique parce qu'on a l'occasion de voir les meilleurs s'affronter quand même dans la quasi-totalité des cas. Donc ça, c'est super intéressant. Du coup, toutes les autres promotions, que ce soit Rising, les autres promotions vraiment intéressantes à suivre vite fait de loin, c'est Rising, Bellator, One FC, Brave à la limite, KSW pour voir Saladin Parnasse, c'est un français donc voilà, qui a un niveau vraiment très élevé. Mais voilà, globalement, en dehors de ces autres promotions qui sont plus des chemins, à mon sens, pour aller à l'UFC, ou pour se faire de l'argent pour certains, hein, il y en a qui se contentent juste d'être là-bas parce qu'ils gagnent de l'argent, ils sont bien. En dehors de celle-ci, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose d'intéressant. Voilà, vite fait, Invicta, comme ça, mais rien de super passionnant. Donc moi, pour vous dire, ce que je fais, c'est que je regarde plus volontiers les cartes préliminaires des UFC Fight Night, quand bien même c'est pas des combattants hyper connus, que des grosses cartes des fois de Bellator ou quoi, parce que les grosses cartes de Bellator, en dehors de certains title fights qui sont vraiment bien, t'as beaucoup de combats qui ne sont pas vraiment pertinents dans l'histoire ou qui, bon, c'est des matchs de retraités ou des trucs pas forcément hyper ouf. Et je me dis que même un combattant qui est très bon à Bellator, tant qu'il est à Bellator, il va pas avoir l'opportunité de passer des caps comme ça peut être le cas pour un combattant qui est peut-être moins connu mais qui est à l'UFC et qui en deux trois matchs peut se faire une série de victoires et être un nom valable à l'UFC qui est quelque part le but à mon sens. Ce que je disais c'est le chemin. Donc c'est peut-être un petit peu pro UFC de dire ça, mais c'est une conséquence. Je suis pas de base pro UFC du tout d'ailleurs, parce que moi ma compagnie de référence historique, ça serait plutôt le Pride, même si j'adore l'UFC aussi, mais j'étais plus Pride que UFC à une époque. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, si tu veux voir le top du top, c'est l'UFC, point barre. Donc c'est comme ça. Alors, je vais dire un truc très bateau maintenant pour l'UFC, parce que je vais parler que de l'UFC quasiment maintenant, à part quelques combattants que je vais évoquer. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, très vite, l'UFC, ça s'organise comment? Vous avez un pay-per-view par mois, avec une grosse carte, avec en général 3, 4, 5, 6, peut-être plus matchs intéressants. Donc il y a toujours quand même plusieurs matchs intéressants, vraiment. Et puis les week-ends où il n'y a pas de pay-per-view, vous avez les UFC Fight Night, où il y a en général un, voire deux combats intéressants.
quelques exceptions où il y a 3-4 combats intéressants, mais c'est assez rare. Ça veut pas dire que les autres combats sont pas intéressants en soi, mais quand je dis combats intéressants, c'est vraiment des combats entre des mecs classés, des combats un peu excitants sur le papier. Moi, je regarde toutes les cartes, je regarde toute la carte préliminaire, je regarde tout parce que voilà, je suis un foufou, mais enfin, je suis vraiment passionné, c'est ça que je veux dire. Mais quelqu'un qui s'intéresse de manière normale au MMA va pas aller regarder les cartes préliminaires des Fight Night, donc les shows secondaires. Par contre, pour les pay-per-views, c'est pas rare que des gens aillent voir quand même quelques matchs des cartes préliminaires malgré tout. Voilà un peu comment ça s'organise. Puis par là-dessus, vous avez aussi les Dana White Contender Series. C'est une espèce d'émission, c'est comme comment on dit ça en français, des tryouts, c'est-à-dire quasiment j'allais dire des entretiens d'embauche, quoi, parce que c'est un peu ça. Deux mecs s'affrontent, si le match était bon, excitant, la performance du vainqueur est impressionnante, il peut être signé à l'UFC, sinon, bah, ça fait un match, quoi. J'ai regardé une fois dans ma vie, c'était assez fun, parce que du coup les mecs, comme ils veulent avoir le contrat, ils se défoncent, c'est assez marrant. Il y a des gros écarts de niveau, donc bon. Mais ça peut être fun à regarder. Donc voilà un peu comment ça s'organise, mais ça, c'est vraiment secondaire. Et dernière chose aussi, très bateau, mais si vous voulez regarder l'UFC, c'est ça qui est pratique aussi, le fait d'avoir qu'une seule organisation. Vous inscrivez au UFC Fight Pass, j'ai aucun droit, voilà, je fais de la pub gratos. C'est 9 € par mois, je crois. Moi, je suis inscrit, mais je ne sais même plus combien je paye. Et vous avez l'intégralité des shows de l'histoire de l'UFC dispo, mais aussi de l'histoire du Pride, de Strikeforce, de la WEC, de plein d'autres. Voilà, donc il y a énormément de ressources de combat dessus. Mais surtout, vous avez accès à tous les UFC Fight Night et les pay-per-view gratuitement, en direct ou en différé. Donc c'est quand même exceptionnel. Donc ça, c'est assez pratique. Donc voilà, donc maintenant, pour poser les choses, à l'UFC, vous avez 8 catégories de poids hommes et 4 catégories de poids femmes. Enfin, je devrais dire 3,5 chez les femmes. Vous avez environ 600 combattants. Je pense que si on prenait les 1500 combattants, combattantes, les meilleurs au monde aujourd'hui, les 600 de l'UFC sont plus ou moins tous dedans. Ils en ont au moins un tiers, voire près de la moitié. Donc c'est quand même vraiment très fort. Je sais pas trop, ça c'est dur à évaluer, mais c'est peut-être pas très pertinent de se pencher là-dessus, parce que 1000 commence à faire du monde. Alors ce que je vais faire, je vais passer les catégories de poids en revue. Je vais commencer par les femmes, et je vais commencer par les plus lourds, et je vais descendre à la catégorie la plus légère. Je ferai l'inverse pour les hommes, mais pour les femmes, je trouvais que c'était plus pertinent dans ce sens-là. Alors chez les femmes, je disais qu'il y avait 4 catégories, ou plutôt 3,5. Pourquoi je dis ça? Parce que la catégorie featherweight chez les femmes, elle a officiellement, il n'y a que 4 combattantes. Donc c'est ridicule parce que les autres catégories, elles en ont au moins minimum une trentaine, voire 50, 80. Featherweight, il y en a 4. Donc c'est ridicule. Et en fait, featherweight, c'est un peu la division qui est en parallèle de bantamweight. Je ne vais pas dire que c'est une deuxième division des bantamweight quand même, mais on a la même championne dans les deux catégories, Amanda Nunes. Et il y a pas mal de filles qui challenge en featherweight, elles pourraient combattre en bantamweight. Et souvent, les combattants de featherweight sont des bantamweight qui ont pris du poids ou quoi, donc bon, bref. En featherweight, c'est moins de 66 kg, hein, pour info. En fait, c'est une catégorie qui a été créée pour la venue de Chris Cyborg, qui était un phénomène invincible et tout ça. Elle a fait son petit taf, elle a été battue par Nunes. Nunes, depuis, a défendu cette ceinture, mais on a le sentiment que si Nunes doit être battue demain, ça sera chez les bantamweight. Elle a un match annoncé, ceci dit, Amanda Nunes, donc la super championne, la meilleure combattante de tous les temps, qui a battu toutes les stars, Rousey, Cyborg, Holly Holm, Shevchenko, bon bref, elle est énorme. Sa prochaine défense de titre, c'est chez les featherweight contre Megan Anderson. Sincèrement, je vois absolument pas Nunes perdre. Je pense que sa cote chez les bookmakers, ça doit être ridicule. Ça doit être genre une cote genre 1,1. C'est la même cote que si, je sais pas moi, Barcelone affronte une équipe de 3ème division espagnole en Coupe du Roi ou un truc comme ça en football, vous voyez, ce genre de truc. Donc bref. Je passe chez les bantamweight parce que chez featherweight, je vous dis, c'est une catégorie qui est là sans être là. Il n'y a quasiment pas de combat featherweight à l'UFC. Chez les bantamweight, c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est les moins de 61 kg. C'est la division historique chez les femmes, puisque c'est là que tout est parti, avec Ronda Rousey notamment. Même avant ça, je crois que c'était en bantamweight à Strikeforce qu'on avait eu les premiers combats un peu hypés, même sans Rousey, hein, je crois. Quoique non, ça doit être featherweight, je ne me rappelle plus. Bon bref. Mais en tout cas, c'était la catégorie reine pour les femmes à l'UFC avec Rousey. Après, il y a eu Holly Holm et surtout, il y a eu Amanda Nunes. Il y a eu Miesha Tate aussi entre-temps. Nunes qui est devenue championne là et qui est championne depuis longtemps maintenant, qui a l'air imbattable. Elle a battu déjà pas mal de challengers, notamment Germaine de Randami, Holly Holm. Elle n'a pas de match annoncé pour sa défense de titre dans cette catégorie, puisqu'elle va défendre en featherweight. Il faut quand même qu'elle organise un peu son truc. Et donc en attendant,
il y a des matchs entre des challengeuses qui vont se faire, qui sont pas inintéressants, notamment Holly Holm, ancienne championne, oui, contre Aldana. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça va être la numéro 3 contre la numéro 4, un truc dans le genre. Et Germaine Derandami, qui est aussi une ancienne challengeuse pour le titre de Nunez, qui est très, très forte en kickboxing, contre Peña, qui est pas inintéressant. Donc il y a quand même quelques matchs qui vont faire se dessiner des challengeuses, certainement. Mais on a le sentiment que Nunez a une totale avance, une totale domination dans cette catégorie de poids, et qu'elle est un peu invincible. Ça a son intérêt, parce que du coup, avoir un champion invincible, c'est fascinant à voir. Un peu comme Nadal qui gagne tous les Roland Garros. Voilà, on a envie de regarder parce qu'on se dit, j'ai pas envie de louper le moment où il va perdre. Donc c'est fascinant à regarder quand il gagne et c'est palpitant d'imaginer le jour où il va perdre, je trouve. Donc là, c'est pareil avec Nunez. Mais en même temps, ça éteint un peu la catégorie. Donc elle a un peu battu tout le monde et du coup, voilà. Donc c'est un bien et un mal en même temps. Donc les catégories, finalement, les féminines les plus intéressantes pour moi, ça c'est mon avis perso actuellement, c'est plutôt flyweight, moins de 57 kg, et strawweight, moins de 52 kg. Alors je commence par les flyweight. C'est la division pour les femmes qui monte vraiment en ce moment. Il y a quelques années, il y a 2 ans, c'était une division qui était assez peu intéressante. Il y a une grosse star déjà dans la catégorie, il y a une fille qui est un peu comme Nunez, mais pour les flyweight, c'est Valentina Shevchenko, qui est une super championne du monde de kickboxing, elle a été énorme en kickboxing, elle est venue au MMA. C'est une fille qui vient du Kirghizistan et qui a la double nationalité kirghize, je pense que ça se dit comme ça, et péruvienne. Et, euh, et donc elle a déjà défendu son titre, elle est vraiment dominante. Elle est très excitante à regarder, combattre, elle est assez spectaculaire avec un kickboxing super propre. Regardez le match contre Joanna Jędrzejczyk pour le constater. Et elle va défendre son titre contre Jennifer Maia, une brésilienne qui est vraiment une challengeuse intéressante, même si je pense que Valentin va gagner. Mais derrière, plus intéressant encore, on a Jessica Andrade, ancienne championne strawweight qui vient de monter chez les flyweight, qui va affronter l'ancienne challengeuse pour le titre de Valentina Shevchenko, Chukadjian. Si Andrade gagne, je pense qu'elle aura le prochain title shot contre Valentina. C'est ce que je pense qui va se passer. Et puis sinon, il y a d'autres challengeuses derrière. Je pense notamment à Lauren Murphy et Calvillo qui vont s'affronter bientôt. Elles sont toutes les deux classées, ça va être genre la 3 contre la 4 du rankings. Donc une challengeuse intéressante qui va peut-être se dessiner. Donc c'est une catégorie qui commence à être intéressante. Notez qu'en dehors de l'UFC, on a McFarlane, Ilma Lei McFarlane, qui est la championne flyweight de Bellator, qui est pas mal du tout, qui pourrait être intéressante à terme à l'UFC. J'aimerais bien la voir à l'UFC pour le coup. Et puis aussi Vanessa Porto, qui est la championne Invicta, qui est une brésilienne invaincue. On a du mal à savoir jusqu'où elle pourrait aller, mais je la trouve assez forte. J'ai vu qu'un match d'elle, vous me direz, mais le match m'a quand même impressionné. Je suis incapable de me rappeler qui elle affrontait. Mais voilà, c'est une catégorie qui, je pense, sur le court terme n'est pas très excitante, mais sur le moyen et le long terme va être la catégorie peut-être reine de l'UFC à venir. Et donc la catégorie reine actuelle, c'est la dernière des catégories femmes, la quatrième, la catégorie strawweight, donc moins de 52 kg, c'est la catégorie reine actuellement parce que c'est là où il y a le plus de stars. Et c'est là où le plus gros match-up à venir, la plus grosse défense de titre à venir, puisqu'on a une championne qui est une monstre de stars dans son pays, Zhang Weili, une chinoise, qui a battu donc Jessica Andrade et qui a conservé son titre contre Joanna Jędrzejczyk, l'ancienne championne qui avait régné sur la catégorie pendant pas mal de temps, en étant très impressionnante. Et Zhang Weili va affronter Rose Namajunas très probablement très bientôt. Et Rose Namajunas, c'est l'ancienne championne, c'est elle qui avait battu Jędrzejczyk. Et elle a perdu un peu surprise contre Jessica Andrade. Elle l'a battue pour la revanche. Et donc elle se mérite aujourd'hui le match contre Zhang Weili. Et donc Zhang Weili, Rose Namajunas, c'est monstrueux. C'est un match qui va sûrement faire main event de pay-per-view, qui va faire de la vente de pay-per-view, c'est vraiment pas mal. Et puis derrière, il y a quelques combattantes intéressantes. Moi, la plus intéressante pour moi, c'est Tatiana Suarez, qui peuvent aussi monter. Je ne sais pas ce que cette catégorie va donner dans un avenir plus lointain, mais en tout cas, sur l'avenir immédiat, l'avenir proche, c'est clairement la catégorie qui va être la plus intéressante. Voilà, et la plus excitante, et rien que ce match, Zhang Weili, Rose Namajunas, c'est génial. Donc voilà, je parlerai peut-être plus en détail de ce match-là s'il est annoncé avec une date. Parce que le match est quasi annoncé officieusement, mais on n'a pas l'annonce officielle et on n'a pas la date. Donc moi j'imagine que ce sera pour janvier. Je pense que je devrais pas être loin du compte. Voilà, donc ça c'est le topo pour les femmes. Donc globalement pour les femmes, ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas une profondeur de roster hallucinante, vous voyez, parce que les catégories avec le plus de combattants, au final c'est flyweight 37, non c'est strawweight 39 combattantes, flyweight 37, bantamweight 34. Vous voyez, donc il n'y a pas non plus monstre de potentiel. Et il n'y a pas beaucoup de stars, quoi. Les stars chez les femmes, il y en a une dizaine. Il y a donc
Zhang Weili, Namajunas, Jędrzejczyk, Andrade à la limite, Valentina Shevchenko clairement, Nunez bien sûr, Holly Holm, peut-être Derandami, voilà, il y en a. Après, en dehors de l'UFC, on peut rajouter Chris Cyborg peut-être. Voilà, il y en a une petite dizaine. En dehors de ces combattantes-là, il n'y a pas trop de stars, mais c'est déjà pas mal. Et je trouve qu'il y a deux catégories, strawweight et flyweight, qui commencent à prendre un peu une dimension. Bantamweight, c'est la catégorie historique. Je pense que ça pourrait être intéressant que l'UFC ferme featherweight et monte la limite de poids du bantamweight peut-être, pour qu'on ait que trois catégories et que ce soit plus garni, je sais pas. Enfin bref. Je passe chez les hommes. Chez les hommes, il y a 8 catégories. Je ne vais pas dire qu'il y en a 7,5, mais ceci dit, il y en a une qui est clairement en dessous des autres, d'un point de vue prestige et intérêt. C'est les flyweight. Donc je vais commencer, je vais faire les catégories hommes dans l'ordre croissant. Donc je vais prendre les plus légers d'abord, et puis je vais monter. Alors chez les flyweight, pourquoi je dis que c'est secondaire? Parce que moi j'ai le sentiment, et je pense que c'est partagé par beaucoup de fans, dites-moi si c'est le cas, mais moi j'ai le sentiment que les flyweight c'est un peu la deuxième division des bantamweight. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'ancien champion Henry Cerudo, il est devenu champion flyweight, qu'est-ce qu'il fait? Il affronte le champion bantamweight, il passe en bantamweight complètement, il devient champion bantamweight, il relâche son titre flyweight, et d'ailleurs depuis il est parti, et maintenant il veut même passer en featherweight. Le nouveau champion des flyweight, donc Deiveson Figueiredo, il a toutes les peines du monde à faire le poids pour être flyweight, donc on sait qu'à terme il va être obligé de passer bantamweight, parce qu'il ne pourra pas faire le poids à chaque fois. Et son challenger, c'est l'ancien champion bantamweight Cody Garbrandt, qui est dans une situation Cody Garbrandt où de toute façon, soit il était à un match du titre bantamweight, c'est sûrement ce qu'il veut à terme. Donc soit il combattait un mec très classé au-dessus de lui chez les bantamweight, il gagne, il obtient un title shot, vu que c'est une star, ça pouvait être aussi rapide que ça. Soit il affronte le champion flyweight, il devient champion flyweight et il peut affronter le champion bantamweight en étant champion de la catégorie en dessous. Donc t'as vraiment ce sentiment que flyweight c'est le tremplin doré pour aller chez les bantamweight pour le titre. C'est un peu, enfin moi c'est vraiment l'impression que j'ai aujourd'hui. C'est triste. C'était pas le cas avant avec Demetrius Johnson qui a vraiment fait, je crois que c'était vraiment sa logique, fait tout ce qu'il pouvait pour faire que la division flyweight c'est une vraie division à part entière. Et même si j'aime pas cette logique de pas vouloir affronter des bantamweight tant que ces mecs-là ne se sont pas inscrits dans la division flyweight, ça se défend aussi dans l'idée de créer la division flyweight. Donc l'un dans l'autre, je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Il y en a qui disent qu'il a dit ça pour fuir les challenges de Dillashaw notamment. D'autres, et moi je ne sais pas trop comment je me positionne, qui pensent qu'il a fait ça pour que la division flyweight existe en tant que telle et que ce ne soit pas une deuxième division des bantamweight. Donc voilà. Dernière chose sur cette catégorie, il y a quand même un combattant que je trouve intéressant, c'est Askar Askarov. Il est invaincu, c'est un russe, qui a la particularité d'être quasi sourd. Donc pendant les combats, ses coachs ne peuvent pas lui donner des consignes. Enfin, pendant qu'il se bat, dans le coin, oui. Et puis il y a un combat qui est intéressant qui est annoncé pour l'UFC 255. En plus du match pour le titre Figueiredo-Garbrandt, qui s'annonce explosif, c'est un match entre Brandon Moreno et Alex Perez. Donc deux mecs pas connus du tout, mais qui sont très classés, très très forts dans la catégorie et qui vont. Je pense que le vainqueur va être le prochain challenger pour le titre. Voilà, quel que soit le vainqueur de l'autre match. Si tant est que le vainqueur de l'autre match ne passe pas en bantamweight, c'est tout le problème. Je continue chez les bantamweight. Alors pour le coup, fortune diverse, flyweight c'est vraiment secondaire, bantamweight c'est monstrueux. C'est compliqué de dire que c'est une des catégories de poids les plus excitantes aujourd'hui à l'UFC parce qu'il y en a beaucoup de catégories de poids excitantes, mais moi c'est une de celles qui me parle le plus parce que je trouve que non seulement il y a beaucoup de combattants intéressants, mais il y a beaucoup de match-ups qui n'ont jamais eu lieu, qui sont super excitants. Notamment parce que c'est des oppositions de style, des oppositions de personnalité, de nationalité aussi. Donc ça, voilà. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des catégories de poids. Ils étaient quoi? Ils étaient 39, 40, 29 chez les flyweight masculins. Bantamweight, ils sont 87. C'est la deuxième catégorie de poids avec le plus de combattants. Juste après welterweight où ils sont 88. Donc c'est vraiment une catégorie de poids où vous avez un max de combats. Parce qu'automatiquement, quand vous avez beaucoup de combattants, vous avez plus de combats. C'est une catégorie de poids qui a pris une dimension dingue récemment avec beaucoup de hype, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'excitation et beaucoup de combattants. Alors, avant de parler des match-ups intéressants qui viennent, parce que malgré qu'il y en ait plein qui pourraient être intéressants et je vais en parler, il n'y en a qu'un qui a annoncé actuellement un gros match-up, pardon. Un match-up, ouais. Il y a un combattant que j'aimerais voir à l'UFC Bantamweight qui est super, c'est Horiguchi. C'est un japonais qui est à Rising, qui est vraiment vraiment bon, et je pense qu'il aurait totalement sa place dans le top 10 de l'UFC, et qui sait pourquoi pas un challenger pour le titre. Donc j'aimerais vraiment beaucoup le voir, je ne sais pas si ça pourra avoir lieu. On manque un peu de japonais stars, moi je trouve, à l'UFC. J'aime bien la culture des combats des japonais, qui est un peu différente et qui peut faire des trucs sympas. Et donc je disais, il y a beaucoup de combattants excitants.
Les deux seuls qui ont un combat annoncé, c'est Marlon Moraes, donc contender éternel redoutable, un Brésilien, et Cody Sandhagen. C'est Cory ou Cody Sandhagen? Tiens, j'ai un doute tout d'un coup. Bref, qui reste sur une défaite un peu expéditive contre Aljamain Sterling, mais qui était un peu un tueur dans la catégorie, qui va chercher à se relancer contre une star établie, Marlon Moraes. Puis sinon, derrière, vous avez donc le champion Peter Yan, qui vient d'être champion en battant José Aldo, mais qui manque un peu de crédibilité pour le moment parce qu'il n'a pas battu un champion, le titre était vacant. Et José Aldo, c'est un peu une ancienne star, un peu sur le déclin. Et puis derrière, vous avez, je pense, le prochain challenger, je pense que ça sera Aljamain Sterling. Vous avez aussi Frankie Edgar qui vient de battre Pedro Munoz. Pedro Munoz qui est quand même pas inintéressant parce qu'il venait de battre Gabron juste avant. José Aldo qui est pas fini. Dominic Cruz, pourquoi pas, qui a été challengé par Frankie Edgar. Marlon Vera qui vient de battre Sean O'Malley. Sean O'Malley, un petit phénomène mais qui a été stoppé par une blessure. Et Cody Stamann, ou c'est peut-être lui qui s'appelle Cory. C'est Cory Sandhagen et Cody Stamann, je crois. Bref, Stamann qui est une terreur, mais qui n'est pas du tout starisé aujourd'hui, qui manque beaucoup de charisme et tout ça, mais qui, à mon avis, est très très dangereux. Donc il y a beaucoup de match-up intéressants avec des profils différents. Et surtout, je pense que c'est ce qui m'excite le plus moi dans la catégorie, j'attends le retour de TJ Dillashaw en janvier prochain. Son dernier combat c'était il y a 2 ans. Il a été suspendu pour prise de produits dopants. Je ne sais plus c'était quoi le produit. Et il va revenir de sa suspension en janvier prochain. Quand il a été suspendu, il était champion. Il n'a jamais perdu son titre. Enfin, il a perdu son titre, il l'a regagné. Il avait perdu contre Dominic Cruz et il avait regagné contre Cody Garbrandt, qu'avait lui-même battu Dominic Cruz. Et Dillashaw, c'est un petit phénomène, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur bantamweight de tous les temps. Je garde quand même Dominic Cruz au-dessus. Donc, je suis très très excité de le retrouver. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Bantamweight, c'est une catégorie vraiment qui a pris toute une dimension et qui va sûrement continuer à se développer, continuer à être très excitante dans les années à venir. Donc, surveillez de près les bantamweight. Et ne vous dites pas, ah, c'est des moins de 61 kg, c'est vraiment des nains. Voilà, ils font 61 kg sur la balance, mais quand ils combattent, ils doivent plutôt être à 64-65 au moins, et ça tape dur quand même. Je passe maintenant encore plus fort pour moi, peut-être en termes de nombre de combattants intéressants à la division, les featherweight, moins de 66 kg, catégorie quand même qui a tout un prestige historique avec les règnes de José Aldo et Max Holloway ensuite, et qui a un champion aujourd'hui qui paraît prenable avec énormément de challengers intéressants derrière. Donc c'est une catégorie qui du coup qui a quand même une certaine ébullition. Le champion c'est Alexander Volkanovski qui vient de battre coup sur coup Max Holloway. Avant ça il avait battu José Aldo, il est quand même vraiment bon. Mais le dernier match il a battu Max Holloway de façon contestable. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Max Holloway aurait dû gagner. Donc on ne sait pas trop comment le positionner Volkanovski, moi je trouve qu'il est quand même très solide. Et il a plein de challengers derrière. Alors écoutez cette liste de combattants. En plus, c'est super coloré. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des combattants de plein de pays différents, de plein de styles différents, de mentalités différentes. Donc on a Max Holloway quand même qui est toujours là. Brian Ortega, Shane Burgos, Korean Zombie, Yair Rodriguez, Calvin Kattar, Zabit Magomedsharipov, Josh Emmett, Jeremy Stevens, Cub Swanson. Là, je viens de citer 3 gros brawlers de bourrin derrière. Ryan Hall, génie du jiu-jitsu. Sodiq Youssouf, un Nigérian qui est quand même très dangereux. Edson Barbosa, l'ancien super lightweight très spectaculaire qui passe chez les featherweight. Et puis surveillez aussi Bryce Mitchell, prodige Jiu-Jitsu, et Kron Gracie, qui est même pas un prodige Jiu-Jitsu, c'est un champion du monde, un des meilleurs Jiu-Jitsuka de tous les temps. D'ailleurs, il y a 3 prodiges Jiu-Jitsu dans cette catégorie. Je ne sais pas s'ils vont se croiser à un moment donné, mais imaginez un petit peu Ryan Hall, Kron Gracie ou Bryce Mitchell. Enfin bref, ça pourrait être trop cool. Donc, voilà. Donc il y a vraiment du monde. Tout ça, moi, tous ces combattants-là, clairement, je ne raterai pas un seul de leurs matchs. Et il y en a d'autres. Hein. Mais eux, vraiment, je suis à fond. Et il y a des gros matchs annoncés. Donc 83 combattants chez les featherweight, je ne l'ai pas dit. Aucun combattant en dehors de l'UFC de vraiment intéressant, en dehors de Patricio Freire, qui est aussi champion lightweight et featherweight à Bellator. Donc s'il pouvait combattre chez les featherweight et l'UFC, il serait forcément intéressant. Mais sinon, il n'y a pas grand monde de super intéressant chez les featherweight en dehors de l'UFC. Et donc dans les combats intéressants déjà organisés, on a Zabit Magomedsharipov contre Yair Rodriguez. Donc ça c'est trop cool. UFC 254, c'est dans pas très longtemps. Brian Ortega contre Korean Zombie. Donc ça c'est monstrueux aussi. Korean Zombie, la dernière fois qu'il a fait une sortie contre Frank Edgar, il a vraiment dégagé un truc très particulier je trouve. Ça va être un match à mon avis assez spectaculaire. J'ai très hâte de voir celui-là. Et je pense que le combattant qui va gagner son match de la façon la plus éclatante parmi ces 4-là, donc Zabit, Yair, Brian Ortega et Korean Zombie, donc Chan Sung Young,
le gars qui va gagner son match de la façon la plus excitante va être le prochain challenger pour Volkanovski. Donc je suis incapable de dire qui va gagner parce que autant Zabit Yair, je sens plutôt Zabit. Autant Brian Ortega, Coran Zombie, je suis incapable de le pronostiquer. C'est très excitant comme match du coup. Et puis sinon derrière on a Sodiq Youssouf, donc un up-and-comer très excitant, nigérian, très très fort athlétiquement, contre Edson Barbosa qui est annoncé pour dans pas très longtemps, là en octobre. Et Bryce Mitchell aussi, que je trouve très intéressant à suivre avec un jiu-jitsu très particulier, contre André Fili, qui est quand même pas mal aussi à voir, je pense. Donc ça, c'est les matchs qui m'intéressent dans la catégorie et qui pourraient faire bouger un peu les rankings. Mais j'attends l'annonce des prochains matchs de Max Holloway, de Calvin Kattar et tout ça. Voilà. Puis j'adore Cub Swanson en passant. Ryan Hall est blessé, mais j'attends aussi de savoir ce qu'il va donner. Cron Gracie aussi, j'attends de savoir ce qu'il va donner, donc bref. Je monte chez les lightweight. Alors là, c'est la catégorie money. C'est la catégorie, il y a les combattants les plus bankable au niveau argent, je pense. Avec donc Khabib Nurmagomedov, peut-être la plus grosse star à l'international avec Conor McGregor. Conor McGregor, pour moi, il est davantage lightweight que welterweight, donc je vais le compter chez les lightweight plutôt. Il y a aussi des Justin Gaethje, des Dustin Poirier, des Tony Ferguson, des Dan Hooker, Charles Oliveira, Ferreira, Makhachev, Kevin Lee, Dariush, Felder. On a le retour dans la catégorie de Rafael Dos Anjos. Je pense que Max Holloway va passer chez lightweight à terme. Donc c'est quand même une catégorie, il y a un max de gros noms, de gars qui sont plus ou moins des stars. Et on a des super gros matchs qui sont annoncés. Khabib Gaethje, bien sûr, pour le titre. Khabib est invaincu. Gaethje vient de battre Tony Ferguson, qui était invaincu depuis sur 12 matchs, 12 victoires consécutives. Tony Ferguson, justement, qui vient de subir une défaite, ça lui a fait mal. Il va tenter de se relancer en affrontant un mainstay du top 3 de la division, Dustin Poirier. Ça va être monstrueux. Ça, c'est à l'UFC 254. Et encore à l'UFC 254, il y a Rafael Dos Anjos, ancien champion lightweight, qui va faire son retour dans la catégorie après avoir tenté sa chance chez les welterweight, contre une terreur, mais que personne ne veut affronter parce qu'il n'est pas trop connu, Islam Makhachev, partenaire d'entraînement et ami, et un peu le même style que Khabib Nurmagomedov, donc quand même des matchs hyper excitants. Et puis, il y a aussi donc Ferreira, j'en parlais, qui est un peu le combattant aussi très très fort, mais méconnu de la catégorie, qui s'est proposé pour remplacer Charles Oliveira dans le match contre Beneil Dariush. Si ça se fait Ferreira Dariush, de toute façon si ça avait été Oliveira Dariush j'aurais regardé aussi, mais Ferreira Dariush ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que le vainqueur va être très classé sans être une star. Et c'est toujours intéressant aussi ce profil de combattant là, un peu les gars qui sont aux portes de passer un cap de fou. Et je les aime bien tous les deux d'ailleurs, enfin surtout Ferreira, c'est un combattant que je trouve injustement oublié et sous-estimé. Voilà un petit peu le topo chez Lightweight. On a 82 combattants et le seul, ou les trois seuls combattants qui pourraient être intéressants, qui ne sont pas l'UFC dans cette catégorie, pour moi, c'est Patricio Freire, Pitbull, Michael Chandler qui vient de battre Benson Anderson, et Benson Anderson qui est une espèce de légende dans la catégorie, même si je pense qu'il est un peu surestimé dans l'histoire, mais voilà, ça reste quand même quelqu'un de très compétitif, un bon gatekeeper, on va dire. Je passe chez les welterweight. Je passe pas trop longtemps chez les catégories, je détaillerai plus un autre jour, limite s'il faut. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez sur tout ce que je dis. Donc welterweight c'est moins de 70 kg, c'est une catégorie mythique puisque ça a été la troisième catégorie créée dans l'histoire de l'UFC en 2000 ou 2001, je sais plus, donc c'est super vieux. C'est la catégorie où a régné Matt Hughes, puis Georges Saint-Pierre. Et aujourd'hui c'est une catégorie qui est hyper blindée en termes de talent en haut, mais avec beaucoup de grappleurs. C'est plus des grappleurs que chez les lightweight ou chez les middleweight surtout. Le contraste avec les middleweight est assez saisissant. Et c'est la catégorie avec le plus de combattants, donc c'est automatiquement une des catégories où vous allez voir le plus de combats. Quand vous regardez de l'UFC, il y a beaucoup de combats welterweight. Et il y a une liste de combattants intéressants qui est monstrueuse. Ousmane, Burns, Colby Covington. J'allais l'appeler Covington, bref. Masvidal, Leon Edwards, Tyron Woodley, Wonderboy Thompson, Demian Maia, Michael Chiesa, Vincent Luque, Neil Magny, Robbie Lawler, Pedez, Cerrone, potentiellement McGregor, Nate Diaz, Khamzat Chimaev, faut quand même en parler, potentiellement Nick Diaz, enfin bon, c'est Nico Price, il y a du monde, c'est vraiment, il y a plein de combattants à suivre dans cette catégorie. Mais voilà, c'est beaucoup de grappleurs quand même, parce que dans la liste que j'ai citée, on peut citer non-grappleur Masvidal, Wonderboy Thompson, Vincent Luque, Robbie Lawler plutôt, Cerrone plutôt, McGregor, Nate Diaz aussi, mais voilà, j'en ai cité quoi, une 12-15, il y en a voilà, 5-6, il y en a à peine la moitié qui sont des strikers, plutôt strikers, et encore quand je dis plutôt strikers, il y a des gars qui font un peu tout.
Nate Diaz, il aime bien striker, mais c'est quand même avant tout un gars qui fait du jiu-jitsu. Bon, bref. Il y a quand même un mec qui me manque dans cette liste et j'aimerais tellement. S'il y avait un gars que je voudrais voir à l'UFC qui n'est pas l'UFC, c'est Douglas Lima, le champion. Ça fait longtemps qu'il est champion en plus à Bellator. Enfin, quoi que non, il avait perdu son titre et il l'avait repris. Douglas Lima, donc champion à Bellator, monstre de talent à Bellator. Douglas Lima, j'aimerais vraiment beaucoup. S'il y a un gars que je voudrais voir à l'UFC qui est aujourd'hui ailleurs, en dehors de l'UFC, c'est lui, Douglas Lima. Voilà, mais enfin sinon. Et il y a des gros matchs annoncés. Déjà, on sait que Kamaru Usman, le champion, sa prochaine défense de titre, c'est contre Gilbert Burns à l'UFC 256. C'est pas des stars, mais c'est très compétitif et c'est donc lutte ground and pound contre kickboxing, jiu-jitsu. Donc c'est super intéressant sur le papier parce que si ça va au sol, ça va être jiu-jitsu contre contrôle de lutte et ground and pound. Et si ça reste debout, ça va être l'anglaise de Ousmane avec la puissance contre du kickboxing un peu plus stylé, flamboyant et probablement plus technique de Gilbert Burns. Je trouve que c'est un mauvais match-up pour Ousmane et je suis très curieux de savoir ce qui va se passer, même si je pense qu'Ousmane va gagner. Là, comme ça. Mais c'est serré, ça va être intéressant. Autre match-up intéressant de cette catégorie qui est déjà annoncé, c'est Tyron Woodley contre Colby Covington. Déjà, c'est deux mecs qui se cherchent depuis super longtemps, qui se détestent. Il y a eu plein d'histoires j'essaye d'éviter ton combat, enfin machin. Là récemment, par exemple, Tyron Woodley a déclaré qu'il était prêt à perdre un point auprès des juges pour mettre un low blow à Colby Covington, donc c'est improbable d'entendre ça. Ceci dit, je pense que Woodley il est un peu fini, je pense qu'il a perdu la flamme du combat, et je pense que Covington va lui rouler dessus, donc on verra ça. Et puis autre match annoncé dans la catégorie qui est intéressant mais qui est un peu à part, c'est Nate Diaz contre Jorge Masvidal à l'UFC 256 pour le titre BMF, donc Baddest Motherfucker. C'est un peu le titre des gars stylés, excitants à voir, adorés du public et qui peuvent peut-être pas être champions autrement. Malheureusement, c'est un peu ça aussi. Clairement, Nate Diaz, je pense qu'il peut pas être champion. Masvidal, peut-être qu'il pourrait, ceci dit, mais voilà. Donc ça va être un super match. C'est la revanche du premier match pour le titre BMF qui a eu lieu de mémoire, c'est en novembre dernier, au moment où je vous parle, donc novembre 2019, qui s'était fini sur un arrêt du médecin qui était très révoltant parce que même si la coupure était grave pour Nate, enfin importante, je veux dire, ça saignait pas beaucoup, donc je pense qu'il pouvait continuer quand même un petit peu. Surtout que c'est pas Nate qui va se plaindre a priori. Et sinon, un dernier match intéressant dans cette catégorie, je développe pas plus. Donald Cerrone, le recordman du nombre de matchs et du nombre de victoires et du nombre de finishes à l'UFC contre Nico Price, qui est un gars un peu en dehors des radars mais qui est intéressant dans la catégorie. Donc combat intéressant à suivre. Je sais plus pour quand il a lieu ce combat-là, je l'ai pas noté mais c'est déjà annoncé. Je crois que c'est dans un UFC Fight Night prochain là, ça doit avoir lieu dans les prochains mois, dans le prochain mois. Ensuite, je passe chez les middleweight, j'ai bientôt fini. Middleweight, donc la catégorie des moins de 84 kg. C'est une catégorie qui est excitante parce qu'elle est blindée de strikers. Donc il y a plein de match-up hyper excitants parce que ça va être des match-up de combattants qui vont rester debout et qui sont très forts debout. Alors catégorie où là, tout de suite, on a beaucoup moins de combattants, 68. Donc ça descend un petit peu et à mesure qu'on va monter en poids, ça va descendre davantage. Et catégorie où on a un champion qui est une star déjà établie mais qui est en devenir. Je pense qu'il est à un match, une victoire potentielle de devenir une énorme star à mon sens. C'est Israel Adesanya, donc un Nigérian, champion de kickboxing. Il a un record de 74 victoires, 4 défaites en kickboxing. Invaincu en MMA, 19 matchs, 19 victoires je crois de mémoire. Et il va affronter très prochainement un challenger qui est lui aussi invaincu, mais qui n'est pas du tout le même style, à savoir Paulo Boraquinha Costa. Paulo Costa, donc sur son nom Boraquinha, qui est à truc comme 13 ou 14 victoires consécutives. Les deux font beaucoup de KO, invaincus tous les deux aiment combattre debout, donc ça va être spectaculaire. C'est ce que j'ai dit pour la catégorie, parce que si on prend les autres derrière, Whittaker il aime combattre debout, Cannonier aussi, Hermansson aussi, Darren Till aussi, Gastelum aussi, Shabazian aussi, Anderson Silva aussi si on le compte dedans. Voilà, il y a beaucoup de gars qui aiment être debout là-dedans. Et donc voilà, je pense que le vainqueur d'Adesanya Costa va prendre une dimension de star, surtout si c'est Adesanya, parce qu'il a vraiment un truc un peu spécial qui rappelle. Moi, il me rappelle un peu un Mohamed Ali dans l'esprit. Alors, pas avec le côté engagé politiquement, mais dans ce truc hyper stylé, euh, dans la façon de parler, dans le charisme, dans la confiance qu'il dégage et tout ça. Je trouve qu'il a quelque chose comme ça. Il est vraiment stylé. Dans la façon de combattre, on sent qu'il est intelligent, qu'il est malin, qu'il est tactique, qu'il est très technique. Et donc, face à lui, Costa, c'est le contraire. C'est le bourrin.
avec un physique de playboy un peu bodybuildé, et qui vient comme une brute, et qui met tout dans les 2 premiers rounds pour te mettre KO, et qui, à mon avis, vraisemblablement, va ne pas avoir le cardio pour continuer ensuite. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, je pense, comme ça, là, je vous le dis, que Adesanya va gagner par KO dans le 2e ou 3e round. Je le vois bien cadrer Costa assez vite. On verra. Sinon, derrière, donc j'ai cité quelques noms, mais il y a quand même plein de talents, hein. Donc il y a Whittaker, l'ancien champion, Cannonier qui est une star en devenir, très intéressant. Hermanson, pareil. Il y a Yoel Romero aussi, quand même, qui est pas fini, même si j'en parlerai dans une autre catégorie de poids, parce que je vois bien Yoel Romero monter en light heavyweight perso. Darren Till, Bronson, Gastelum, Uriah Hall, Edmond Shabazian, Weidman, Jacare Souza qui est pas fini, Vettori que je trouve très intéressant, et puis Ramzat Chimaev. Alors Ramzat Chimaev, c'est le petit phénomène tout récent, là. Ça date d'hier limite. En fait, Ramzat Chimaev, il a fait 2 combats en 6 jours, il n'y a pas longtemps. Un combat en middleweight et un combat en welterweight. Il a gagné ces 2 combats de façon écrasante contre des mecs qui sont pas non plus complètement dégueux. Et donc Ramzat va avoir un match en middleweight contre Merchert. Et s'il gagne, il va avoir un combat en welterweight contre Demian Maia. Et le truc, c'est que je ne sais pas où est-ce que Ramzat va focaliser son attention. Est-ce qu'il va essayer de devenir champion middleweight ou welterweight? Ce qui est sûr, c'est qu'il va poser problème aux membres du top 10 d'une des 2 catégories de poids, voire les deux. Donc à surveiller de très près Ramzat Chimaev. C'est un petit phénomène naissant. Alors peut-être qu'on s'emballe, hein. Peut-être qu'on va se rendre compte que si tu passes la foudre des premières minutes, ça va. Ou peut-être que si tu arrives à gérer la distance, tu peux faire quelque chose de beau, j'en sais rien. On s'emballe peut-être. Mais enfin, il y a de quoi s'emballer, quoi. À un moment donné, il y a des gens qui aiment bien faire les donneurs de leçons, dire ah, vous vous emballez du hype train, machin. Mais d'un autre côté, si tu t'emballes pas sur lui, tu t'emballes quand, quoi, j'ai envie de dire. Donc bon, à surveiller. Dans les matchs intéressants annoncés, en plus d'Adesanya Costa, il y a donc Ramzat contre Merchert, Jared Cannonier contre Whittaker, je l'ai dit, et Darren Till contre Hermanson aussi, qui est super intéressant. Et puis un petit bonus Nuggets, Anderson Silva pour sa retraite, c'est la super légende, hein, c'est le meilleur combattant middleweight de tous les temps, va affronter Uriah Hall, c'est pas inintéressant aussi. Donc voilà un petit peu les gros trucs à venir. Je passe chez les light heavyweight, fortune diverse. Light heavyweight, c'est complètement différent. C'est une catégorie qui est en pleine redistribution des cartes, puisque le champion établi depuis super longtemps, le monstre, le meilleur light heavyweight de tous les temps, et potentiellement, en tout cas c'est mon avis, le meilleur combattant de tous les temps de MMA, John Jones, a laissé son titre vacant. Du coup, c'est un peu le bordel dans la catégorie. Ça manque un peu de stars, ça manque un peu de profondeur. Il n'y a que 51 combattants à l'UFC, donc c'est pas une catégorie qui est ouf en ce moment. On va avoir un nouveau champion, puisque Jan Blachowicz, qui est sur une série de victoires, va affronter Dominic Reyes, qui a qu'une défaite en carrière contre John Jones dans une décision très 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 proche. Moi personnellement j'aurais donné une victoire à Reyes. Du coup j'espère que Reyes va gagner. Parce que dans mon esprit, il aura battu John Jones et il continue son règne. Et ça va me permettre d'être bien propre dans mon esprit. Ceci dit, c'est un mauvais match-up pour lui, Blachowicz, je pense. Et ça va être un match assez explosif. Et ce qui est intéressant, c'est donc que le numéro 1 de la catégorie Reyes affronte le numéro 3, Blachowicz. Et que quelques semaines plus tôt, le numéro 2 de la catégorie va affronter le numéro 4, à savoir Thiago Santos, va affronter Glover Teixeira. Donc il y a de fortes à parier que le vainqueur du match Glover Teixeira, Thiago Santos, va affronter le vainqueur du match Blachowicz-Reyes. Et je pense que le vainqueur des vainqueurs de ces 2 matchs-là sera champion et sera voilà, le champion établi. Là, on pourra dire que, attention. Voilà. Puis sinon, derrière, bon, il n'y a pas non plus beaucoup de monde intéressant. Il y a Rakic qui vient de gagner là. Il y a Prochaska qui peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a mon ordinateur qui fait un bruit. Bon, c'est pas grave. Et moi, je pense qu'on va avoir la montée en light heavyweight de Yoel Romero. Je sais pas pourquoi. Voir aussi Paulo Costa s'il perd contre Adesanya, parce que c'est des mecs qui ont beaucoup de mal à faire le cut pour être à moins de 84 kg et qui seront, à mon avis, relativement à l'aise autour de 93 kg. Et puis aussi, il y a le retour de Rumble Johnson qui est annoncé, qui est une ancienne star de la catégorie, qui a jamais réussi à être champion, mais qui a toujours fait peur dans la catégorie, qui arrive. Donc attention. Et puis enfin, je vais finir avec ça, les poids lourds, donc les entre 93 et 120 kg, mais ils font souvent dans les 105, 110, 115 kg, en gros, ça se passe là. Catégorie avec beaucoup de prestige, mais peu de profondeur, il n'y a que 46 combattants. Il y a 7, 8, 9 combattants intéressants, et puis derrière, c'est pas foufou. Et dès que tu arrives, les combattants, genre le 15e contre le 16e, ça ressemble à rien au niveau. Ça n'a pas trop de niveau. Donc c'est un peu ça le problème de la catégorie. Mais enfin, le haut du panier est quand même intéressant. On a quand même Stipe Miocic, Ngannou, Blades, Rosenstruck, Derek Lewis, Overeem, Volkov, Dos Santos, Cyril Gane, Gustafsson, et surtout, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que c'est une catégorie qui peut exploser dans pas longtemps, John Jones.
John Jones, donc je le disais, meilleur combattant de tous les temps à mon sens. Il a plus rien à prouver en light heavyweight. Il aurait peut-être pu continuer à être champion encore 3, 4, 5 ans, qui sait. Mais pour relancer un peu son intérêt, il a décidé de passer poids lourd. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec John Jones, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer des trucs chez les poids lourds avec John Jones. Et ça va être énorme. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que Miocic va défendre son titre? Super champion, Miocic. Hein. Il n'a qu'une défaite récente contre Cormier, mais il l'a essuyé en battant Cormier par 2 fois. Est-ce que Miocic va défendre son titre contre le number one contender, clair et net, Francis Ngannou, qui a mis KO tout le monde dans le premier round depuis quelques années quasiment, hein, depuis sa défaite contre Miocic, et le non-match contre Derrick Lewis, il a battu. Alors j'ai plus les noms en tête, mais je me rappelle qu'il y a Ken Velasquez, Curtis Blades et Rosenstruck au minimum, il les a mis KO dans le premier round. Je me demande s'il n'y a pas aussi Junior Santos dans la liste. Enfin bref, il est monstrueux. Surtout quand tu dis ça, il a battu Blades qui est numéro 3, KO dans le premier round, Rosenstruck qui est numéro 4, KO dans le premier round, c'est ouf. Overeem qui est numéro 5, KO dans le premier round, oui c'est dans le premier round, enfin bref. Donc Ngannou, il attend que Miocic soit dispo, mais il va peut-être se faire griller la place par John Jones qui est une plus grosse star encore, ou alors ils vont faire John Jones contre Ngannou pour établir le number one contender. Et vous pouvez dire bonjour à mon chat qui passe. Voilà, donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Et puis derrière, il y a quand même des contenders relativement intéressants, j'ai parlé de gars comme Volkov, tout ça. Mais surtout à suivre, à mon sens, les 2 matchs que je vais citer, Derrick Lewis, Curtis Blades, et, parce que aussi je suis français, mais même si je n'étais pas français, je pense que ça m'intéresserait beaucoup, Cyril Gane contre Shamil Abdourarimov. Alors Abdourarimov, c'est pas du tout une star, mais si Cyril Gane gagne de façon étincelante, il est fort à parier que Gane le devienne. Donc ça c'est intéressant. Puis sinon, Waltaris contre Volkov aussi qui est annoncé à l'UFC 254. Je le trouve intéressant, surtout si Volkov gagne, parce qu'il n'a pas du tout été ridicule contre Curtis Blades, malgré qu'il ait pris une décision claire et nette. Et Volkov, je l'aime bien. Je sais pas, il dégage un truc qui me plaît. Donc voilà. Donc catégorie qui est pas hyper intéressante sur la quantité de matchs que l'UFC peut proposer, mais sur les top matchs, il y a quand même des choses. Et puis dernière précision, il y a 2 combattants poids lourds qui seraient intéressants à voir à l'UFC, qui ne sont pas à l'UFC actuellement. C'est Bader, l'ancien champion poids lourd, il est toujours champion poids lourd pardon, de Bellator, et Vassell, Linton Vassell aussi, que je trouve pas mal du tout, un anglais. Enfin, il est anglais, enfin britannique au moins, ça c'est sûr. Donc voilà, et je serais pas surpris que l'UFC essaie de les récupérer. Il y a aussi des rumeurs que l'UFC essaie de récupérer Fyodor, mais enfin ça j'y crois pas trop. Donc voilà un peu le topo, le paysage un peu dans le MMA mondial aujourd'hui. Je pense que j'ai été complet, la vidéo est un peu longue, mais je pense que si vous ne vous intéressez pas plus que ça au MMA, ça vous permet d'avoir une vision. Et si vous vous intéressez au MMA, ça vous permet de poser un peu les choses. Donc j'espère que c'était cool. N'hésitez surtout pas à poser des questions sur tout sujet. Ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, vraiment, moi je préfère avoir un max de commentaires et pas forcément des j'aime ou quoi, hein, des likes. Maintenant vous pouvez quand même mettre ça. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo aussi si vous avez aimé, si vous voulez entendre plus. Plus j'aurai de suivi, plus j'aurai de vues, plus j'aurai de trucs, plus j'aurai envie de faire des vidéos. Donc nourrissez aussi le truc comme ça. Et puis je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour autre chose, mais je ne sais pas quoi. À bientôt. Bye.